Dans le titre de cette semaine, il y a trois mots. Il y a sensible, art et trace. Ce que nous appelons sensible et facile à comprendre, c'est l'univers des sensations. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Mais d'emblée surgit une difficulté. La pensée dominante dans ce qu'on appelle Occident est rationalocentrique. Elle procède à une séparation entre le sensible et l'intelligible, le corps et l'esprit. Le sensible est rejeté depuis Descartes, en fait depuis Platon, dans le domaine de l'erreur et de l'illusion. Il est considéré comme un obstacle à la connaissance, et en particulier à la connaissance scientifique. Descartes distingue et oppose un esprit sujet qui pense mais est incapable de sentir et un corps objet qui ressent mais est incapable de penser. Alors, cette pensée rationaliste n'est pas très raisonnable. C'est une pensée de la disjonction commandée par un principe d'exclusion, ou de moins de subordination. Descartes exclut de la raison les enfants, les fous, les sauvages, donc il ne reste pas grand monde. Et de la même manière, avant lui, Platon excluait les poètes et les artistes de la cité. La tendance dominante de la rationalité occidentale consiste à tout couper en deux. L'intelligible et le sensible, qui serait de l'intelligible confus, le sujet et l'objet, la raison et l'émotion, l'écrit et l'oral, la réalité et la fiction, qui serait du mensonge. Ces séparations en cascade, elles sont tellement nombreuses qu'elles ne tiendraient pas dans cette salle. Et à travers ces oppositions se dissimule à peine la subordination du féminin par rapport au masculin. Je trouve que nous sommes encore empêtrés dans le binaire et la difficulté dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui à ne pas arriver à relier ce que nous avons séparé conduit à nous désolidariser. Alors je vous propose d'ouvrir ensemble un horizon de connaissances qui ne soit plus celui de ce dualisme stérile qui dissocie le sens et ce qu'on appelait autrefois le style. C'est-à-dire à la création artistique, le style, à la recherche en sciences humaines, le sens. Il y aurait d'un côté la forme et de l'autre le fond. Il y aurait d'un côté l'imagination et la fiction et de l'autre la réalité des faits. L'obstacle principal, elle vient d'un rationalocentrisme, on peut dire d'un logocentrisme, d'un textocentrisme qui s'autocrédite de plus de légitimité, voire d'une légitimité exclusive. Mais un second écueil peut à l'inverse venir de l'art, ou plutôt d'une conception de l'art au-dessus de tout, de l'esthétique à l'état pur, de la religion de l'art, en littérature Flaubert, au théâtre Grotowski, au cinéma Tarkovsky. Et ça a pour effet de nous clouer le bec, pour le traducteur, de nous inciter au silence, dans une espèce de mystique du mystère et de l'ineffable
qui a conduit Wittgenstein à cet aphorisme que vous connaissez sans doute. Il écrivait « Rien de ce que l'on pourra dire de l'art ne pourra égaler l'art de se taire ». Donc, la tendance à la sanctuarisation peut venir des deux côtés. Et si je devais résumer les termes de cette exclusion réciproque ou de cette incompréhension, je dirais que l'un des modes de connaissance serait premier et l'autre relatif. L'un des modes de connaissance serait fondateur. Et c'est bien ce que nous voulons dire. Lorsque nous disons, par exemple, qu'un film peut illustrer une recherche, ça veut dire être cantonné à une fonction subalterne. Ou lorsque nous disons que l'art est représentation, expression du social, nous lui dénions ses possibilités critiques. Entre la recherche scientifique, et j'entends la recherche scientifique au sens de nos disciplines, les sciences humaines et sociales, entre la recherche scientifique et la création artistique, il existe un écart. Et cet écart, il ne pourra pas être comblé. S'il l'était, ça serait fini de la recherche. Mais la perspective que je vous propose ce soir est une confrontation entre des voies de la connaissance. Martin l'a dit, je travaille au Japon depuis 12 ans et j'entends voie au sens japonais de do, qui vient du chinois dao, do, que nous trouvons dans shodo, l'art de l'écriture, cha-do, la cérémonie du thé, judo, l'art de la souplesse, aikido. Ces voies sont multiples. Or, dans ce qu'on appelle l'Occident, nous avons eu tendance à en privilégier une seule, qui est la science, voie de l'analyse et de la décomposition. Il me semble qu'aujourd'hui, les voies de la connaissance anthropologique et les voies de la connaissance artistique sont de plus en plus indissociables. Mais elles ne peuvent pas être confondues. Je ne peux pas dissocier la recherche scientifique et la recherche au sens de Marcel Proust, c'est-à-dire la recherche du temps perdu, mais je ne peux pas les confondre. Donc je vais introduire la notion de régime de connaissance au pluriel, ce qui suppose la reconnaissance de l'autonomie des disciplines. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Roland Barthes, consacré au Japon, qui s'appelle L'Empire des signes. C'est un livre polymorphe qui est fait de photos, de dessins, de pictogrammes. Et il écrit, Barthes, en exergue, « Le texte ne commente pas les images n'illustrent pas le texte ». Les questions que nous nous posons en sciences humaines et les questions que se posent les artistes sont les mêmes, mais elles sont déplacées. Au cinéma, dans le travail des sons et des images, dans la danse et le théâtre, dans les mouvements du corps, ce déplacement, c'est un dérangement qui n'entraîne pas une solution, mais des questions. La chorégraphie et le théâtre dont je vais parler plus tard, c'est le mouvement du corps comme question adressée sur une scène à des spectateurs. Je vais resserrer maintenant les termes du débat. Le rapport entre ce qu'on appelle l'ethnographie, c'est la discipline que je pratique en anthropologie, c'est-à-dire la description la plus précise de ce que l'on voit, les rapports entre l'ethnographie et la connaissance artistique peuvent être posés de la manière suivante. L'ethnographie, c'est un mode de connaissance sensible, pas du tout quantitatif, pas du tout statistique. L'art
qui n'existe pas en soi, car c'est un mouvement permanent, c'est une intensification de l'expérience sensible. L'art, c'est l'élaboration et la réorganisation de l'expérience sensible quotidienne. L'art, c'est un travail sur des intensités sonores, lumineuses, chromatiques et gestuelles. C'est pourquoi l'un des enjeux de cette semaine, je crois, c'est d'interroger l'acte qui consiste à faire varier le rapport au réel. C'est dans ce mouvement-là de variation que nous rencontrons un certain nombre de formes artistiques. Et les formes artistiques, dans ce qu'elles ont de plus original, ne consistent pas à témoigner, documenter, illustrer, exprimer, c'est-à-dire être reléguées dans la fonction mimétique de la représentation. Ces formes ne consistent pas non plus à apaiser, consoler, supporter la vie, mais à faire varier notre rapport au réel en explorant des possibles, en ouvrant des possibles qui n'avaient pas été essayés. Donc, l'ethnographie, c'est un mode de connaissance par l'écoute et le regard. Dans une expérience de terrain, nous faisons deux choses. Nous menons des entretiens et nous effectuons des observations. Des entretiens, c'est-à-dire l'écoute, et nous effectuons des observations, le regard. Mais c'est la totalité des sens qui sont engagés. Vous connaissez sans doute la proposition célèbre de Marcel Mauss, les faits sociaux sont des faits totaux. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de tout. Et je propose de transformer cette proposition en une autre. Les faits sociaux sont des faits sonores, visuels et gestuels. Le langage, c'est une infime partie du social. La plupart des formes de socialité auxquelles nous sommes confrontés en anthropologie, c'est-à-dire manger, se rencontrer, travailler, sont irréductibles à des énoncés et à une organisation discursive de la pensée. Les interactions quotidiennes sont faites de gestes, de mimiques, de silences. Elles ne sont pas langagières. Je vais prendre sans transition l'exemple du cinéma, parce que le cinéma, c'est comme l'ethnographie, un mode de connaissance par le regard et l'écoute. Le cinéma n'a à sa disposition que des morceaux d'images et des fragments de son à partir de 1928, lorsque le cinéma sort de son silence et commence à devenir parlant. Mais l'invention du cinéma renouvelle complètement les questions posées par ce qu'on appelle le regard ethnographique. Avant le cinéma, ce regard concernait seulement le rapport sujet-objet, observateur-observé, et il devient sujet, objet, objectif de la caméra. C'est-à-dire la matérialité du dispositif filmique crée un nouveau mode de perception et de connaissance qui n'existait pas avant. Le cinéma crée un champ d'interrogation inédite, non plus seulement le rapport au réel, mais aux images du réel. Les images, en effet, ne sont pas le réel, mais posent, lorsque nous les regardons, la question d'une relation au semblable, au semblant, au dissemblable, au ressemblant. Dans les images, il y a de l'ombre, il y a du manque, il y a de l'absence,
ce qui provoque du désir. La meilleure définition que j'ai trouvée des images, c'est celle-ci. Les images, c'est ce qui nous permet d'imaginer. Ce qui est caractéristique des images, c'est pas la duplication du réel, c'est la duplicité, c'est-à-dire l'oscillation entre la recherche de reproduction du semblable et la création du semblant. Et cette oscillation, c'est la tension constitutive du cinéma depuis sa création, c'est la tension dès le début entre les frères Lumière et Méliès. Ou, si vous voulez aujourd'hui, entre les frères Dardenne et les frères Cohen. Vous voyez, c'est dans l'écart entre le réel et les images du réel que le cinéma crée de la réflexion, et de la réflexion pas au sens optique. Jean Cocteau a écrit « Les miroirs feraient bien de réfléchir davantage, ils ne font que refléter. » C'est dans cet écart que le cinéma invente une pensée qui n'existait pas avant, qui est la pensée de la séquence et la tension créée par ce qu'on appelle le hors-champ. Ça n'existe que dans le cinéma. Ça n'existe pas dans le théâtre. Ça n'existe pas dans la danse. Le cinéma va permettre de découper l'espace, de fragmenter le mouvement, de faire varier la perspective. On n'est pas dans une logique d'information, mais de transformation qui consiste à rendre visible ce qu'on ne voyait pas. Ce que le cinéaste chinois Zhang Yimou a très bien défini, le cinéma, ça ne consiste pas à filmer la vie, mais à donner la vie. Si le cinéma, dans ce qu'il y a de plus exigeant, est susceptible de nous émouvoir, mais aussi de nous rendre intelligents, c'est parce qu'il ne se réduit pas à des dialogues. Les dialogues peuvent être rarissimes, ils peuvent être complètement absents dans le cinéma muet et même dans une partie du cinéma chinois. Ce qui me conduit à cette proposition, lorsqu'on parle du cinéma en termes de langage, d'écriture, on parle pour ne rien dire, ou plutôt pour dire ce que n'est pas le cinéma. Et il en va de même de la photo, du dessin, des arts plastiques. Ces formes artistiques créent de la pensée, mais c'est de la pensée en images. D'où l'expression inadéquate, langage du corps. Donc je vous propose de renoncer au logocentrisme occidentalisant qui s'autocrédite d'une légitimité et d'une hégémonie exorbitante. Donc ça, c'était le premier temps de ce que je voulais vous dire, c'est les apéritifs qui suivent le champagne. Deuxième temps. Ce que je viens de dire, je le disais déjà il y a 10 ans, mais il y a quelque chose que je ne connaissais pas avant mon premier séjour en Chine et puis ma découverte du Japon. Il y a quelque chose qui est une terre inconnue pour la pensée anthropologique occidentale, c'est le souffle, la respiration. Pourquoi les sciences humaines et sociales ignorent-elles le souffle? Parce qu'elles ont une conception optique du réel et que le souffle, ça ne se voit pas. Ce qui est difficile à accepter pour les individus qui ont été socialisés dans les cultures occidentales, c'est le
vide, que nous avons tendance à appréhender comme manque, comme absence. Le vide, il est tellement angoissant qu'il doit être rempli, comblé, en particulier dans l'esthétique baroque et aujourd'hui dans une saturation visuelle et acoustique par des images phosphorescentes qui nous en mettent plein la vue et plein les oreilles. Je pense par exemple au film d'Almodovar. Pas le dernier, qui est beaucoup plus sobre, ou encore un film comme In the Mood for Love de Wong Kar-wai. De même que la parole n'existerait pas s'il n'y avait pas de silence, la respiration a besoin d'air, elle a besoin de vide. Le vide est indispensable pour nous maintenir en vie. L'énergie ne circule que dans le vide. Le son qui émane de la flûte dépend uniquement du vide que forment les trous. Sans vide, il n'y a pas de souffle et il n'y a pas de son. Mais vous avez remarqué, le vide, ce n'est pas très solide. Et ça ne fait pas le poids par rapport à nos idéologies en béton. Ce que la pensée chinoise et japonaise est susceptible d'insuffler, c'est l'air, sans lequel nous ne pourrions pas respirer. Mais prendre l'air en considération, c'est cesser de penser en grec, c'est-à-dire dans la logique de l'être. Ce que la langue chinoise désigne par le terme wu et le japonais par mu, que nous traduisons par vide, ne suggère pas l'absence, mais au contraire la puissance, l'énergie, qui en japonais se dit ki, qui vient du chinois chi. C'est une notion pas du tout notionnelle, mais sensorielle, à l'instar de l'art, qui, dans les cultures asiatiques, ne consiste pas d'abord à exprimer des formes, mais à capter des forces. Il y a en Chine des énergies qui peuvent être figurées par ce qu'on appelle yin et ce qu'on appelle yang. Mais ça ne veut pas dire obscurité et luminosité, ça veut dire processus d'obscurcissement et d'éclaircissement, temporalité de concentration et d'expression. On n'est pas yin-yang, ce n'est pas une logique de la polarité, c'est une rythmique de la pulsation, c'est-à-dire de la respiration. C'est aussi indissociable qu'inspirer, expirer. Ce que nous permet de comprendre yin et yang, c'est que le visible, c'est la face extérieure d'une énergie en expansion, et l'invisible, c'est ce qui effectue un travail de maturation en secret et en silence. L'invisible, c'est ce qui est apparu, mais a disparu, ou n'est pas encore apparu. Et c'est extrêmement proche de la notion cinématographique de hors-champ. Alors, ce qui me conduit à, non pas abandonner, mais à suspendre la notion de signification en tant que plénitude et à nous ouvrir à la notion d'amplitude. Il y a des intensités plus ou moins fortes, c'est tout. Il est difficile de dire, c'est la question du langage, le problème. Il est difficile de dire ce qu'est yin et ce qu'est yang parce que ça ne se dit pas. Mais ça se compose, ça se danse, ça se peint. Nous éprouvons de la difficulté à dire yin et yang parce que nous ne pouvons pas les voir. Et plus précisément, nous ne pouvons pas les voir
à tout moment, n'importe quand, n'importe comment, mais ces énergies peuvent devenir visibles dans le geste de l'écriture calligraphique, dans la peinture, dans les arts martiaux, dans la danse. Ce sont des formes d'activité, de captation, de régulation des souffles. Comme plusieurs d'entre vous sans doute, j'ai pratiqué le Qigong, c'est-à-dire le travail sur les souffles. J'ai eu la chance aussi d'assister à une leçon de chorégraphie donnée par Caroline Carlson au Conservatoire de Lyon. Et au tout début, ce qu'elle dit aux danseurs, c'est le plus important dans la danse, c'est le souffle. Il y a 2 ans, Martin Givors, que tout le monde connaît, m'invite à animer un séminaire sur la notion d'énergie avec le metteur en scène Yoshi Oida. Et au début de l'atelier, on en parlait tout à l'heure, il ne dit rien, il salue simplement à la japonaise, vous savez, comme font les Japonais, et il nous invite à intérioriser des gestes consistant à faire communiquer le ciel et la terre, à prendre le monde dans nos mains, et l'atelier se poursuit ainsi. C'est-à-dire, ce que le langage parvient difficilement à dire, le travail sur le corps peut parvenir à le montrer. C'est exactement le moment où la proposition de Wittgenstein, qui termine le Tractatus, je pense que vous vous en souvenez, parce que j'ai l'impression que vous êtes des gens cultivés, le livre de Wittgenstein, le Tractatus, il se termine par cette phrase: « Ce que nous ne pouvons pas dire, il convient de le taire. » Vous vous souvenez, Si vous ne vous souvenez pas, ça ne fait rien. Ce que nous ne pouvons pas dire, il convient de le taire. Cette proposition se retourne chez lui dans une autre proposition. Ce que l'on ne saurait dire, nous pouvons le montrer. Vous voyez ? Ce que l'on ne saurait dire, nous pouvons le montrer. Et le dernier exemple qui va dans le même sens, c'est un spectacle chorégraphique qui a été monté à Paris à l'Espace Cardin il y a, 5 ans, qui est arrivé à Grenoble il y a 3 ans. C'est un spectacle interprété par une danseuse japonaise qui s'appelle Ito Kaori. La pièce a pour titre « Je danse parce que je me méfie des mots ». Je danse parce que je me méfie des mots. Alors, si vous n'êtes pas trop fatigué, parce que c'est un peu compliqué tout ce que j'ai à vous dire, c'est compliqué, je sais, à cette heure-là, c'est l'heure où la tension descend. J'aborde la question de la danse, dont je ne suis absolument pas spécialiste. Mais j'aime tellement que j'ai envie d'en parler. Ma première rencontre avec la danse s'est effectuée au Brésil, dans le candomblé, où j'ai été initié. Les divinités qui sont appelées au son d'immenses tambours reviennent d'Afrique en possédant leurs adeptes dans un rythme ondulant qui s'appelle Jenga, qui est le rythme de la capoeira, qui est le rythme de la samba. La danse contemporaine, je l'ai rencontrée également pour la première fois au Brésil, dans les rues, dans une de ces expressions que tout le monde connaît, qui est le hip-hop. Je vous rappelle que le hip-hop apparaît dans les années 80 à New York, en même temps que le rap. C'est une forme de danse contemporaine dans laquelle une partie de la jeune génération du monde entier se reconnaît. Ensuite, je vais au Japon, où je découvre la danse Buto, en même temps que 2 formes théâtrales, le kabuki et le théâtre No. Et puis, j'ai la chance d'habiter à Lyon, qui est une ville où il y a une importante activité chorégraphique. Je fréquente assidûment le travail de 2 compagnies. La compagnie de Maggie Marin,
qui est une chorégraphie sensible à l'état du monde, la chorégraphie de Mourad Merzouki, qui ne cesse d'explorer les potentialités du hip-hop, et puis je me familiarise progressivement avec celles qui sont devenus des classiques de la danse contemporaine, Pina Bausch, Oslin Predjokaj, la compagnie Batcheva, la compagnie bruxelloise Rosas. Et il y a deux, alors c'est très difficile à définir, ça ne peut pas se définir, mais il y a deux caractéristiques qui m'apparaissent. C'est une attention croissante au remous du monde, et deux, un métissage qui semble n'avoir aucune limite. Il y a 2 ans, à la demande de Dominique Hervieux, la directrice de la Maison de la Danse de Lyon, j'ai accompagné un groupe de danseurs dirigé par le chorégraphe Abou Lagra. Il crée une chorégraphie originale qui mêle le hip-hop, la breakdance, la danse contemporaine sur une musique de Mozart interprétée par des instruments de musique chinois. La danse contemporaine, c'est l'une des formes les plus vivantes et les plus surprenantes de la création artistique aujourd'hui. Ça s'inscrit, c'est la pointe avancée des arts contemporains. Ça crée de la pensée. Ce n'est pas un mouvement de pensée, mais c'est une pensée en mouvement qui permet une critique radicale de la société de consommation, de la société d'exploitation du corps. Alors, à la source de la danse contemporaine, il y a un chorégraphe qui a renouvelé la danse, c'est Merce Cunningham. Il crée une rupture par rapport à la danse classique, par rapport au ballet, qui était une espèce de pièce montée avec des tutus, des corsets, des pointes, dansée par de jolies ballerines, et qui provoquait un effet de séduction, de beauté conventionnelle. Et c'est une rupture qui est aussi radicale que Schoenberg en musique, que Picasso en peinture. Avant Cunningham, il me semble, la danse exprimait des sentiments avec le corps. Et ce qu'il nous propose, c'est l'inverse. Le corps en mouvement n'est pas la conséquence, l'expression des émotions, il en est la source. Et ça rejoint ce que tous les acteurs en formation connaissent sous le nom de règle de l'ours. La règle de l'ours, c'est renoncer à la proposition « je vois un ours, j'ai peur, donc je tremble et je m'enfuis » pour dire « je vois un ours, je tremble, donc j'ai peur ». Donc c'est la sensation physique qui est première. Et son travail, ça ne consiste plus à représenter une réalité sociale préexistante, mais à densifier, à multiplier les mouvements du corps. La danse contemporaine, pour moi, elle a un double intérêt. Par les mouvements de l'accéléré et surtout du ralenti, elle nous permet de rendre visibles des mouvements quotidiens du corps dont nous étions inconscients. De percevoir ce qu'habituellement nous ne percevons pas, c'est-à-dire l'enchaînement et l'enchevêtrement des micro-mouvements, les minuscules interactions. La danse contemporaine, elle met en évidence les ritualités implicites dont nous sommes inconscients. Mais ce sont des ritualités. Et elle invente, par ailleurs, des contre-ritualités qui nous affranchissent des automatismes. C'est-à-dire de nouveaux mouvements, des contre-mouvements, comme dans, vous savez, l'opéra de Pékin s'appelle Jingu. Il y a une partie du corps qui va dans une direction et une autre partie qui va dans une autre. Pour aller à gauche, il faut d'abord aller à droite. Pour descendre, il faut d'abord monter. Pour avancer, il faut d'abord reculer. Donc, ça ne sert à rien, mais ça brise les automatismes. La danse contemporaine invente des combinaisons infinies, des mouvements de flexion, de torsion, de distorsion, de translation. Elle invente des lignes
droites, courbes, brisées, des cercles, des spirales. Et moi, je suis très sensible au travail de Anne-Theresa de Kersmaker qui capte et réorganise l'énergie florale de l'ouvert et du fermé, l'énergie astrale du lever et du coucher. Donc il y a dans cette forme artistique la possibilité de, penser avec beaucoup plus de précision que ne peut le faire le discours, l'état catastrophique du monde, le chaos, le repli sur soi, et en même temps de créer de nouvelles formes de liens, comme on l'a vu à la dernière biennale de la danse à Lyon avec Gravité de Predjokaj. Dans le livre que je suis en train d'écrire, je mêle la danse et le théâtre parce que ce n'est pas deux activités différentes. Elles font l'une et l'autre appel à la respiration et mettent le corps dans tous ses états. Dans les traditions asiatiques, il est impossible de distinguer la danse et le théâtre. On le voit dans le Mahabharata, dans le Kathakali, dans le Kabuki, dans le Buto. Mais on le voit en Occident, dans la Commedia dell'arte, ou aujourd'hui chez Maggie Marin, chez Pina Bausch. Toutes les formes artistiques n'ont pas la même pertinence. La littérature, c'est le plein exercice du langage. Le cinéma, c'est la puissance maximale de l'image. La danse, c'est la puissance maximale du corps en mouvement. Le théâtre, c'est la puissance maximale du conflit entre des personnages. Mais la danse et le théâtre, c'est très proche. Parce que ce sont des arts du spectacle vivant, ce n'est pas des arts du virtuel, mais de la présence réelle d'acteurs et de danseurs, et non d'images d'acteurs et de danseurs. Dans le théâtre, la parole n'existe pas sans le geste. La voix est indissociable de la vue. C'est un acte d'intériorisation et d'extériorisation qui consiste à incorporer un personnage, c'est-à-dire à devenir un autre, ou à le faire croire. Le théâtre, c'est ça, c'est l'acte du dédoublement en train de s'effectuer sur une scène en présence d'un public. C'est le double dédoublement. Dédoublement entre l'acteur et le personnage, dédoublement du spectateur qui, dans le temps de la représentation, croit à ce qu'il voit et ensuite cesse d'y croire. C'est un jeu inouï. Et là, l'anglais est meilleur que le français parce qu'en français, il n'y a qu'un seul mot, c'est jeu, alors qu'en anglais, il y a play et game, mais bien sûr, c'est play. C'est un jeu qui est recommencé chaque soir du croire, faire croire, ne pas y croire quand même. Donc c'est un jeu des rapports instables entre la réalité et la fiction. Alors je rappellerai ici, dans le théâtre, il y a deux familles. En gros, il y a deux familles de pensée. Il y a la famille Antonin Artaud, pour lequel le théâtre, c'est un processus d'incorporation et d'identification qui conduit l'acteur à devenir un autre en laissant surgir une figure de lui-même qui était refoulée. Il est possédé par le personnage, il entre en transe, alors que dans la famille Brecht, le théâtre crée de l'illusion, mais cette illusion est remise en question dans le théâtre lui-même, en particulier dans le théâtre, comme on le voit chez Tchekhov, mais d'abord chez Calderon et puis chez Shakespeare. Je crois que c'est ça qui est intéressant. C'est l'art du théâtre consiste à jouer avec cette division en l'introduisant sur la scène. S'il n'y avait pas ce jeu de
l'illusion et de la désillusion, nous serions entraînés dans l'hystérie. L'ambiguïté du théâtre, c'est que c'est une fiction partagée qui consiste alternativement à faire rêver et faire douter. J'avance un petit peu. Ce que je voulais vous dire, c'est que, bon, vous comprenez, ce qui m'intéresse, c'est la confrontation entre le langage et les arts de la scène. Tout discours pertinent sur le théâtre et a fortiori sur la danse est délicat. L'entreprise qui consiste à en parler est une entreprise épuisante. Vous avez tous subi cette expérience de gens qui entreprennent de vous raconter un spectacle, une pièce de théâtre, une chorégraphie, un film, un concert. Vous avez remarqué qu'ils n'y arrivent pas et qu'un discours qui s'étend devient très vite ennuyeux. Parce qu'il y a une adéquation entre ce que nous venons de voir et ce que nous cherchons à dire. Car l'une des fonctions de l'art est de montrer ce que nous ne pouvons pas dire, de mettre en scène ce qui excède le langage. Excède le langage, pour moi, ça ne veut pas dire ce qui le dépasse, mais ce qui l'exaspère, ce qui le met à l'épreuve. Alors nous devons affirmer à la fois la nécessité et les limites du langage, les limites d'une pensée occidentalo-centrée, alphabético-centrée, d'une pensée qui privilégie de manière grecque l'être sur le non-être et le dit sur le non-dit. Nous sommes les héritiers d'une double culture grecque et biblique qui a privilégié le discours. Ça veut dire quoi? Discours, ça veut dire ce qui interrompt le cours. La Grèce privilégie le logos, la logique, et la Bible privilégie ce qu'elle appelle le verbe. Et bon, ça c'est complètement étranger au Tao Te Ching, qui ne dit pas au début était le verbe, mais à l'origine il y avait le rien. Il y avait l'énergie, il y avait le souffle, il y avait le sans-nom. Bon, ce que j'ai voulu vous dire, et je vais, parce que je n'ai pas encore traité le sujet avec la trace et le tracé, donc on va y venir dans un instant. Ce que j'ai voulu vous dire jusqu'à maintenant, c'est qu'il existe plusieurs régimes de pensée. Et moi j'en distingue trois. Il y a les régimes de pensée textuels, discursifs et démonstratifs. C'est ceux que nous privilégions dans nos disciplines de sciences humaines. Il y a des régimes gestuels, c'est la danse et le théâtre, et il y a des régimes visuels et iconiques. C'est le cinéma, c'est aussi l'écriture chinoise qui ne dissocie pas le signifiant et le signifié, l'écriture et la peinture, parce que l'écriture chinoise a inventé une écriture qui consiste à tracer des figures qui évoquent des formes de la nature ou du corps humain. Et dans cette écriture, l'accès au sens ne s'effectue pas par l'intermédiaire du son, comme dans les langues européennes, mais par l'intermédiaire des images. Entre un régime de pensée textuel et un régime de pensée gestuel et un régime de pensée iconique, il existe un écart. Il existe une inadéquation, une tension. Je pense que cette tension entre l'écrit, l'écran, la toile, la scène et la salle, c'est une des questions posées à travers cette semaine de travail. Alors, je vais aborder très brièvement, mais comme c'est quand même le sujet de nos rencontres, je ne peux pas ne pas en parler, la question du tracé.
je vous proposerai de distinguer le tracé et la trace. Dans les arts de la scène, le tracé s'impose. Tracé gestuel et notamment tracé de figures chorégraphiques. Vous savez, il y a des chorégraphes qui dessinent à la craie sur la scène. Ils tracent. Et ça, c'est le tracé. La question de la trace, c'est beaucoup plus problématique parce qu'une pièce de théâtre ou de danse se consume à mesure qu'elle se déroule. Elle est vouée à disparaître. Elle a un caractère éphémère, plus éphémère encore que l'étymologie du mot grec éphémère, qui signifie qui ne dure qu'un jour. Un spectacle vivant n'existe que dans le temps dans lequel il est effectué. C'est le temps de la présence réelle. C'est le temps d'une rencontre chaque fois différente entre la scène et la salle. C'est ce que Peter Brook appelle communion de présence. Un spectacle vivant ne peut être au sens strict représenté car il ne revient jamais identique à ce qu'il était un autre soir. Il advient chaque fois de manière différente à la manière d'un événement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la phrase de Artaud, « Le théâtre est le seul endroit où un geste ne se recommence pas deux fois. » Le théâtre est le seul endroit où un geste ne se recommence pas deux fois. Un acteur, un danseur ne joue pas, ne danse pas deux fois. De la même manière, il n'est pas nécessairement toujours en forme, il n'est pas à l'abri d'un imprévu, d'un accident, un pied qui glisse, une chute, un trou de mémoire dans le théâtre, et le public est chaque fois différent. Donc le temps du spectacle vivant, ce n'est pas le temps de la projection cinématographique d'un film fixé pour l'éternité, ce n'est pas le temps mémoriel de la trace, c'est le temps de l'acte en train de s'effectuer sur une scène qui n'est jamais la même et avec un décor dont il ne restera aucune trace. C'est la raison pour laquelle les techniques d'enregistrement, les techniques de captation d'images sont le plus souvent décevantes, à quelques exceptions. Parce que les images du réel, cadrées d'une certaine manière, ne sont pas le réel. La captation d'images, comme là, manque toujours l'essentiel, qui est un temps et un espace physiquement partagés, le partage, une ambiance. Les arts du spectacle n'existent qu'en présence de spectateurs, avec une règle implicite. Pour qu'une pièce soit jouée, il faut que le nombre de spectateurs soit supérieur d'au moins un individu par rapport au nombre d'acteurs. Il n'y a pas de spectacle sans spectateurs. C'est pourquoi, j'ai presque terminé, je vous propose de distinguer les arts de la trace et les arts de la scène. Les arts de la trace, c'est la littérature, la peinture, la sculpture, la gravure, l'architecture, la photo, le cinéma, bon, presque tout. Les arts de la trace procèdent à une inscription et permettent une consultation, une conservation stable, disponible dans des bibliothèques, des médiathèques, des musées. La trace, ce n'est pas le tracé. La trace, c'est le tracé pour la postérité. Or, dans les arts du spectacle, il n'y a que du tracé en acte. Il n'y a pas d'autre temps que ce qui advient dans l'ici, maintenant. Il n'y a pas d'objet matériel. Il n'y a pas d'œuvre. Alors, vous voyez ce que j'ai
derrière la tête, je crois, parce que ça, c'est la question qui doit traverser les 2 jours. C'est le texte de Walter Benjamin, hein, qui pose pour la première fois la question de la trace à propos de la question de l'œuvre. Dans les arts de la scène, il n'y a pas d'œuvre, il n'y a que des actes qui ne peuvent être fixés, répétés, reproduits, des actes qui n'existent que dans une multitude d'effectuations, d'actualisations, d'interprétations. J'ai terminé, mais je peux vous dire pourquoi c'est tellement important pour moi. Ce qu'on appelle le spectacle vivant, c'est parce qu'à l'heure de la communication à distance, à l'heure des médias, des multimédias, ils nous permettent de ne pas nous laisser happer par le virtuel et de revenir au réel. Nous nous trouvons confrontés à des acteurs et des danseurs réels. Ce à quoi nous assistons est bien réel. Ce n'est pas visuel, ce n'est pas télévisuel, ce n'est pas du virtuel. Je crois enfin que dans une époque de plus en plus agitée, nous avons de moins en moins de temps pour nous rencontrer. Ce qui y a d'inouï et d'intempestif, d'irremplaçable, vient du fait d'être réellement et physiquement ensemble pour prendre le temps de perdre du temps. Parce qu'aller au théâtre ou assister à un spectacle de danse, c'est partager une expérience qui ne sert rigoureusement à rien. Alors je crois ça, ce sont des lieux et des temps rarissimes de réflexion, de suspension, qui sont susceptibles de nous affranchir des automatismes et de nous faire entrevoir d'autres manières d'exister. Je vous remercie beaucoup.